Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Club des jeunes hypertensiologues en partenariat avec notre partenaire Medscape. Je suis Guillaume Lamiraud, cardiologue à Nantes et président du Club des jeunes hypertensiologues. Et j'ai avec moi aujourd'hui Benoît Lequeux. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume, merci pour l'invitation. Donc, je suis docteur Benoît Lequeux, je travaille sur Poitiers. Et donc, on va vous faire des commentaires de sessions très intéressantes au GESFC. Et Guillaume, c'est toi qui vas commencer avec une session sur HTA et adolescence. Merci Benoît. En effet, les journées européennes de la Société française de cardiologie 2022 se sont déroulées il n'y a pas très longtemps. Et on a eu une session effectivement très intéressante sur l'hypertension artérielle de l'enfant et de l'adolescent, une problématique qu'on voit aussi dans les cabinets de cardiologie, on va dire, généralistes de ville, et qui c'est une hypertension associée à certaines spécificités. Donc on était heureux d'avoir ce topo avec un rappel des recommandations, mais aussi deux néphropédiatres, un pharmacologue qui ont pu revenir sur des points plus spécifiques de l'hypertension de l'enfant. Alors, les recommandations, on les avait déjà détaillées dans une précédente vidéo sur cette chaîne, et donc on ne va pas les redétailler en détail, mais on peut rappeler quand même quelques points essentiels, notamment concernant la mesure de la pression artérielle. La première, c'est qu'après l'âge de 3 ans, la mesure de la pression artérielle doit être au moins annuelle chez l'enfant, et bien sûr, avant 3 ans, ça dépend un peu de ses antécédents. Cette mesure va utiliser une technique manuelle et non oscillométrique, parce que la technique oscillométrique va surestimer les valeurs, et on préférera préférentiellement la réalisation de cette mesure au bras droit. Bien entendu, en cas de moindre anomalie ou de suspicion, notamment de coarctation aortique, on prendra la mesure de la pression artérielle aux 4 membres automatiques. La place de l'automesure, elle n'est pas utilisée pour le diagnostic, mais elle sera uniquement proposée un peu plus tard pour le suivi de certains enfants. Alors, la première question, c'est celle du seuil diagnostique. Et vous le savez, la pression artérielle chez l'enfant va varier avec l'âge, la taille, le genre. Donc, il n'y a pas de chiffre seuil qui définit l'HTA comme chez l'adulte dans cette population d'enfants. Et donc, la valeur seuil, ce sera le 95e percentile de la distribution de la population de référence du sujet à qui on va mesurer cette pression. Et donc, il existe des ABAC qui vont donner ces valeurs seuil. Et donc, vous les retrouvez, par exemple, dans les recommandations de la SFHTA ou sur d'autres supports. Quand le diagnostic est fait, il faut avoir en tête que la première chose, c'est vraiment de systématiquement penser à chercher une hypertension artérielle secondaire devant toute hypertension qui va être découverte chez l'enfant ou chez l'adolescent. Donc, un message fort, c'est qu'il faut vraiment penser à adresser ces enfants, ces adolescents, à des pédiatres spécialisés, néphropédiatres, cardiopédiatres, endocrinopédiatres, qui vont réaliser un bilan étiologique complet, adapté, spécifique et éventuellement démarrer le traitement antihypertenseur. Et donc, dans cette session, on a eu un grand nombre de cas cliniques vraiment très intéressants qui nous ont permis de bien mettre en évidence les spécificités de l'hypertension artérielle de l'enfant, et notamment des étiologies particulières avec par exemple une forte présence des thromboses de l'artère rénale chez le nouveau-né avec des présentations de type insuffisance cardiaque, la coarctation aortique présente chez le nouveau-né et chez le nourrisson, et puis chez l'enfant par la suite des causes rénales et rénovasculaires prépondérantes. Après l'âge de 10 ans, il existe quand même une forte prévalence des hypertensions essentielles, mais il faudra toujours garder en tête d'éliminer systématiquement une hypertension artérielle secondaire. Enfin, quelques spécificités dans l'évaluation clinique. On regardera la courbe de croissance, car un retard staturopondéral est souvent associé au développement de l'hypertension artérielle. Des symptômes de type céphalée associés à des nausées ou vomissements doivent aussi évoquer le diagnostic. Et puis, chez tout enfant prématuré ou né hypotrophe, ces sujets sont à risque d'hypertension artérielle toute leur vie et donc vont bénéficier d'une surveillance accrue. Sur le bilan paraclinique, un point sur la fonction rénale, puisque la formule qu'on utilise habituellement, que ce soit CKD ou Cockcroft, pour calculer le débit de filtration glomérulaire n'est pas adaptée chez l'enfant. Et donc, il existe une formule qui s'appelle la formule de Schwartz qui permet ce calcul, et on vous mettra un lien dans cette page web vers un calculateur de cette formule. Concernant les atteintes des organes cibles chez l'enfant, les complications à type d'hypertrophie ventriculaire gauche vont apparaître beaucoup plus précocement, et donc l'écho-cœur doit être vraiment très systématique, et pas seulement pour la coarctation aortique, mais aussi pour
rechercher cette hypertrophie ventriculaire gauche parce que paradoxalement, la protéinurie apparaît assez tardivement comme atteinte d'organes cibles. On a fait ensuite un point sur les médicaments avec une place prépondérante des bloqueurs du système rénine-angiotensine, bien sûr avec une surveillance adaptée de la fonction rénale avec la formule de Schwartz, et on ne prescrira pas ces molécules tant que le bilan étiologique, et notamment le bilan néphrologique, ne sera pas finalisé, étant donné la forte prévalence de ces maladies. Et donc, quand le bilan rénal n'est pas finalisé, on utilisera plutôt des inhibiteurs classiques en première intention, et ensuite des bloqueurs du système rénine-angiotensine quand le bilan est finalisé. La troisième classe qui est souvent utilisée, ce sont aussi les alpha-bêta-bloqueurs comme l'abétolol. L'objectif tensionnel, eh bien, on en revient à la discussion sur les seuils tensionnels. Ça dépend de l'âge, de la taille et du genre. Et donc, la cible, c'est moins du 75e percentile en utilisant les ABAC précédemment présentés, voire moins du 50e percentile s'il y a une maladie rénale associée. Le traitement est toujours démarré en monothérapie à faible dose avec une titration progressive toutes les 2 à 3 semaines. Et une fois le traitement bien établi, on propose un suivi environ 3 fois par an. Alors, on a aussi discuté sur la dénervation rénale. Il n'y a pas d'indication aujourd'hui, bien entendu, à la dénervation rénale, mais selon nos collègues, ça pourrait être une piste de recherche assez intéressante dans cette population. Et pour finir, on a discuté des causes d'hypertension artérielle iatrogène qui finalement représentent un peu plus de 10% des hypertensions artérielles secondaires de l'enfant, ce qui n'est pas négligeable, plus souvent des garçons à l'adolescence. Alors on retrouve bien sûr comme cause les mêmes médicaments que chez l'adulte, la cyclosporine, le tacrolimus, les glucoéminéralocorticoïdes, les INS et les œstroprogestatifs. Et puis un cas particulier, c'est celui de sympathomimétiques comme la ritaline, qui prescrit pour les troubles de déficit et de l'attention. Alors, bien sûr, ces patients, on les voit déjà, parce qu'il y a une visite cardiologique et notamment un ECG qui est souvent demandé avant le démarrage de la prescription. Mais il faudra également être attentif à la pression artérielle chez ces patients, avec bien le déclenchement de poussées hypertensives qui peuvent apparaître 4 à 7 jours après le démarrage du traitement ou après adaptation posologique. Alors, heureusement, ça disparaît ensuite, mais ça impose quand même une bonne évaluation tensionnelle avant le démarrage du traitement et puis au début de ce traitement. Et enfin, pour finir sur un point un peu plus d'actualité, il a été quand même apporté quelques poussées hypertensives vraiment rares avec la vaccination Covid qui surviennent souvent quelques jours après l'injection et qui sont bien sûr le plus souvent réversibles. Donc voilà, Benoît, quelques points qui étaient vraiment très intéressants sur une session où il y a eu beaucoup de questions et qui ont des implications tout à fait pratiques. Et je vais te passer la parole parce que je sais que tu as assisté à une session sur hypertension et insuffisance cardiaque qui était aussi extrêmement intéressante. Oui, merci Guillaume, merci de ce très beau résumé, en effet, sur une pathologie auquel on est confronté. C'est vrai, sur l'hypertension à l'adolescence, c'était une très belle session. Donc moi, j'ai pu assister et modérer la session hypertension et insuffisance cardiaque avec des points intéressants auxquels on ne pensait pas forcément et un petit focus sur traitement. Donc, on a eu en fait des membres de la Société française d'hypertension qui ont participé à cette session. Et on a parlé des pathologies surrénaliennes. Alors, les pathologies surrénaliennes, ce ne sont pas des grosses causes d'insuffisance cardiaque. On va parler un petit peu du phéochromocytome. Donc, ça représente 0,5% des causes d'insuffisance cardiaque. Mais j'ai noté une chose intéressante sur les syndromes de Takotsubo, et notamment les syndromes de Takotsubo qui présentent une dysfonction ventriculaire gauche associée. Il faut très clairement rechercher un phéochromocytome. Il y a un lien très étroit entre les deux, avec donc la réalisation rapide d'un scanner centré sur les surrénales. Il y a très peu d'intérêt à faire des dosages de normétanéphrine à ce moment-là, puisque sur l'épisode aigu, en fait, il y a une sécrétion de catécholamine qui n'est pas interprétable. Donc ça, c'est aussi le message dans ce genre de syndrome, ne pas se précipiter sur les dosages. Si on a à les faire, en tout cas, il faut les faire au moins 15 jours après l'épisode aigu. Mais en tout cas, se focaliser sur le scanner centré sur les surrénales qui permettrait de faire le diagnostic. Donc, ça représente une faible proportion d'insuffisance cardiaque, tout comme le syndrome de Cushing. Il faut savoir que dans le syndrome de Cushing, l'atteinte cardiaque et notamment la cardiopathie dilatée avec dysfonction ventriculaire est la première cause de mortalité dans les Cushing. Et donc, Laurent Samar a présenté un très beau cas clinique, justement, un patient qui était à 2 doigts d'être greffé, donc avec une CMD très évoluée. Sur son bilan de pré-greffe, a été retrouvé justement un syndrome de Cushing. Donc, voilà, il pensait, avec des tests qui sont relativement simples à faire, s'il y a une présentation clinique qui peut faire évoquer le Cushing,
avec un cortisol libre urinaire des 24 heures et un test de freination minute par dexaméthasone qui est relativement simple à faire. Donc, sur la dernière pathologie surrénalienne, donc là qui est un petit peu plus fréquente, donc c'est les hyperaldostéronisme primaire, donc ça représente quand même 6% des causes d'insuffisance cardiaque. Et là, il y a eu un distinguo fait entre les patients à fonction EG préservée et les patients à fraction d'éjection altérée. Donc, j'ai commencé sur les insuffisances cardiaques à fonction EG préservée. Donc, quand on peut évoquer le diagnostic, finalement, on n'a pas trop de soucis pour manager les traitements neutres qu'on doit mettre dans le cadre du dépistage de ces hyperaldostéronismes primaires, puisqu'on peut arrêter sans problème les traitements pour avoir une neutralité de traitement et faire les dosages. Donc ça, c'est sur les insuffisances cardiaques à fonction EG préservée. Et il y a eu justement un débat dans la salle sur justement les insuffisances cardiaques à fonction EG altérée. Et finalement, en fait, le positionnement est relativement simple. C'est des patients qui sont a priori sous traitement par spironolactone, enfin anti-aldostérone, qui sont le traitement des hyperaldostéronismes primaires. Donc finalement, il y a assez peu d'intérêt à aller s'acharner à retrouver cet hyperaldostéronisme primaire, puisque d'une, ils ont déjà le traitement qui est le traitement par anti-aldostérone. Et deuxièmement, ces patients à fonction EG altérée ont quand même des risques opératoires beaucoup plus importants et donc les sanctions chirurgicales qu'on pourrait être amené à prendre, sauf cas particulier chez des jeunes par exemple, finalement, donc on n'a pas à aller s'acharner à les rechercher. Donc sur les insuffisances cardiaques à fonction EG préservée, on peut aller rechercher avec des traitements qu'on peut arrêter sans problème. Mais justement, on n'arrête pas des traitements d'insuffisance cardiaque à fonction VG altérée dans l'autre sens. Et donc, du coup, sauf rare cas, on n'ira pas rechercher cet hyperaldostéronisme primaire. Donc ça, c'était les pathologies surrénaliennes. Ensuite, on a eu une belle présentation sur les sténoses des artères rénales. Donc, les sténoses artères rénales fonctionnelles donc de plus de 60%, qui sont finalement dans l'insuffisance cardiaque, le lien en tout cas avec l'insuffisance cardiaque, l'athérosclérose. Donc, c'est des causes d'insuffisance cardiaque avec les OAP flash ou congestives dans 5 à 8% des cas. Et dans l'autre sens, à l'inverse, si on a une sténose artère rénale, on retrouve dans les séries entre 18 à 39% d'antécédents d'insuffisance cardiaque. Donc là, il y avait un focus sur quand y penser. Finalement, il faut y penser quand on a un patient qui a une hypertension artérielle résistante dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, les patients qui présentent un OAP flash sur la présentation clinique, les patients qui ont de l'imagerie avec une atrophie rénale retrouvée inexpliquée, les patients qui rentrent avec une insuffisance rénale et dernière chose, donc la mise en place d'un traitement par bloqueur du système rénine-angiotensine qui élève de façon significative la créatinine, et donc du coup qui augmente l'insuffisance rénale et qui doivent faire penser à une sténose des artères rénales. Donc sur l'imagerie pour faire ce diagnostic, puisqu'on n'a pas trop parlé finalement de traitement, mais sur le diagnostic, donc première intention, Doppler, on peut faire, mais avec un dopplériste dit dans la salle aguerri. Donc, en gros, le message, c'est un examen qui est très compliqué, finalement, le Doppler. Et donc, si on a un doute, en tout cas, rapidement passer à l'enjeu scanner. Dernière chose, il y a eu donc une double présentation sur les traitements. Donc, il y a eu tout un résumé sur l'impact du traitement antihypertenseur pour diminuer le risque d'insuffisance cardiaque. Donc là, tout le monde était d'accord. Quand il y a une comorbidité par insuffisance cardiaque, finalement, quand on regarde les recommandations de l'ESH, il n'y a pas un focus précis dans l'insuffisance cardiaque, il y a des focus dans différents domaines, la cardiopathie ischémique, etc. Et finalement, quand on regarde les recommandations, la target de pression systolique était entre 120 et 130 et diastolique entre 70 et 80. Donc, en traitement, en tout cas d'insuffisance cardiaque, priorité à la bithérapie IEC ou calcique ou IEC ARA2, enfin bloqueur du système angiotensine et thiazidique. Donc, rapidement, on va à une bithérapie. Et donc, après, dans l'insuffisance cardiaque à fonction EG altérée, là, c'est les traitements classiques prioritaires qu'on a dans l'insuffisance cardiaque à fonction EG altérée. Et on pourrait être amené à rajouter d'autres traitements hors ces traitements d'insuffisance cardiaque à fonction VG altérée, mais qui doivent faire penser la décause secondaire, puisque le patient qui a une insuffisance cardiaque à fonction VG altérée, finalement, a souvent des problèmes de tension, d'hypotension, et finalement, n'a pas parlé de seuil bas, il n'y a pas de courbe en J, en tout cas de pression artérielle systolique à ne pas dépasser. Donc, et c'est vrai qu'il n'y a pas de recommandation par rapport à ça. Et on a fini par l'étude Esteban pour dire que finalement, plus ça va et moins on est bon. L'Esteban, je vous rappelle, c'est un peu la règle des 3, c'est comme la règle des 3 de l'automesure, à savoir qu'on a 50% des patients qui sont hypertendus connus.
on a 50% des patients qui sont traités et on a 50% des patients qui sont à l'objectif. Donc, les femmes et les hommes sont à peu près équivalents, mais on a l'impression qu'il y a une régression. Quand on regarde les années, en fait, plus ça va et moins on équilibre nos patients. Et une étude que j'avais présentée justement sur une vidéo Medscape, pendant le Covid, on s'aperçoit que c'est encore pire, c'est-à-dire qu'on arrive encore moins à suivre nos patients. Et je fais donc un petit enchaînement sur une nouvelle technologie que vous avez peut-être commencé à voir apparaître, qui avait été présentée au JHTA et qui a été également présentée au GSFC, qui sont ces nouvelles montres en fait, qui prennent la tension artérielle, donc par une technique en fait, de photoplétismographie. Alors, qu'est-ce que c'est que la photoplétismographie? Vous connaissez l'analyse de la vitesse de l'onde de pouls. Et ben, la photoplétismographie, en fait, c'est une analyse de l'onde de pouls elle-même, c'est-à-dire qu'on regarde directement l'onde de pouls et par des algorithmes assez précis, donc, qui ont été validés en fait, versus méthode invasive, on arrive à prendre la pression artérielle. Donc, il y a eu un focus assez intéressant sur cette technologie qui est en plein développement. Et alors, le problème qui est en plein développement, donc c'est une technologie qui est assez séduisante parce qu'en fait, elle est non occlusive, elle est continue, ce qui peut poser des problèmes, je vais vous en parler juste après, qui est finalement pas très cher par rapport aux techniques qu'on peut avoir par holter tensionnel, etc. Puis les montres vont se démocratiser, donc elles seront de moins en moins chères, puis elles sont facilement portables. Voilà. Donc c'est non occlusif, continu, pas cher, portable 24 heures sur 24. Et finalement, il faut quand même retenir que c'est des outils nouveaux. Les normes concernant ces outils n'ont pas été encore validées. Vous avez un organisme de validation de tous les appareils oscillométriques qui s'appelle l'AAMI. Et cet organisme n'a pas encore fixé de normes précises pour justement valider ces appareils. Donc, il faut quand même être assez prudent, c'est le début. Et c'est le début aussi d'une aventure, puisque indépendamment de la mesure de tension artérielle, il va falloir valider cet outil versus les outils conventionnels de, par exemple, holter tensionnel, et puis également valider ce type de mesure. Quelles mesures on prend, puisque c'est des mesures en continu, est-ce qu'on fait des moyennes, est-ce qu'on analyse sur des périodes, à long terme, est-ce qu'on peut se fier à ces appareils pour l'atteinte des organes cibles, la réduction de la mortalité. Donc, je trouve que c'est des outils qui sont très suffisants, comme on l'a sur la surveillance électrocardiographique avec l'Apple Watch qui commence à prendre de l'ampleur, notamment dans les recommandations dans la fibrillation auriculaire, puisqu'il y a toute une place avec une validation qui a été faite. Donc, je pense qu'on est au début de quelque chose. Après, le démocratiser, le proposer à nos patients et que les patients se précipitent sur ces outils et arriver avec des tensions, finalement, on ne saura pas trop quoi en faire. Donc, je pense qu'on est au début d'une aventure, comme je disais tout à l'heure, et on verra dans l'avenir si on peut utiliser ce genre d'objet connecté pour suivre nos patients et puis, donc, par rapport à l'étude Esteban, en tout cas, améliorer l'équilibre tensionnel de nos patients. Voilà, Guillaume. Donc, pour le résumé de la session, puis ce petit focus sur ces nouvelles montres, je te redonne la main, du coup, pour la fin. Merci, Benoît. Et très bien, ce petit focus technologique. On sent que ça peut être un bon outil d'amélioration de l'adhésion thérapeutique, qui est une vraie problématique dans l'hypertension, mais qu'il y a encore du chemin pour transformer cet outil du gadget en un vrai outil médical. Tout à fait. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Le CJH, vous voyez, reste actif et n'hésitez pas à visiter notre site web également, nous contacter. On sera toujours ravis de vous accueillir pour parler d'hypertension artérielle. On va clôturer cette vidéo en partenariat avec Medscape et on vous donnera rendez-vous certainement prochainement pour d'autres vidéos du CJH. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.